Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Hurter, qui est ici présent et qui est professeur à l'École nationale de l'aviation civile et chercheur au sein de l'équipe DEVI, en particulier au sein du groupe de visualisation interactive de données. Alors, les enjeux de la recherche dans ce domaine sont nombreux et très importants, comme nous allons le comprendre au fur et à mesure de la conférence, dans cette société où la technologie est omniprésente et s'intègre de plus en plus à nos manières de percevoir l'environnement, mais également d'interagir avec lui. Donc toi, Christophe, tu travailles principalement sur des outils qui sont en lien avec l'aéronautique, avec l'aviation, mais dans le domaine du médical et en particulier des neurosciences, nous sommes souvent confrontés à des problématiques similaires liées à l'analyse de bases de données massives. Par exemple, je pourrais citer les données d'électroencéphalographie, d'électrophysiologie en général, ou même d'autres types de données que nous utilisons. Donc, rendre accessibles ces données, les rendre compréhensibles et interprétables, c'est un petit peu ton rôle, mais pas seulement, puisque tu travailles sur des outils qui, déjà aujourd'hui, permettent à l'être humain de percevoir en direct, et c'est important, comme tu le préciseras, des informations auxquelles nous n'aurions pas accès uniquement en utilisant nos propres sens. Et également, ces outils permettent d'interagir avec l'environnement de manière nouvelle et de manière augmentée. Alors, je ne vais pas monopoliser davantage la parole, je vais te laisser apporter les détails que j'ai peut-être oubliés au niveau de la visualisation d'informations, etc. Et laisser libre cours à ta présentation. Nous nous reverrons à la fin pour les questions. Merci Ludovic pour cette introduction et merci d'être venus si nombreux. Merci au Quai des Savoirs d'accueillir cet ensemble de conférences. Et je suis vraiment ravi de venir parler de notre métier sur la recherche. Alors c'est vrai que la recherche est très très large. Moi je vais vous parler plutôt de la recherche assez appliquée dans le domaine du contrôle aérien, mais on verra qu'il y a tout un tas de retombées possibles dans d'autres domaines. Ludovic l'a précisé, moi je vais vous parler de visualisation, de perception, d'information, de base de données, ce genre de choses. Et je vais vous faire une petite introduction ici de 5 minutes, juste pour mettre en contexte, avant d'entrer complètement dans le domaine du contrôle aérien. Dans de nombreux domaines, on gère des données assez importantes. Ici, ce sont des données de type géographique, donc une carte. Avec, ici, c'est la carte de Toulouse, sur laquelle on peut récupérer énormément d'informations. On s'en sert principalement pour trouver son chemin, c'est vrai, mais aussi ça nous donne une vue complète et assez abstraite d'un ensemble de données qui nous permettent de faire des prises de décision. Ici, la prise de décision est très très simple. Je veux aller de l'ENAC, où je travaille, au sud de Toulouse, et aller à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et je vois quel est le chemin. Une carte comme celle-ci m'aide à comprendre, à prendre des décisions, mais il faut lui rajouter quelque chose qui est assez important, c'est de l'interaction. L'interaction, ça veut dire que je vais rajouter à cette visualisation quelque chose qui va être, par exemple, je vais décider de prendre plutôt le périphérique Est ou le périphérique Ouest, et le système va interagir en fonction. Alors, ceci, c'est une autre carte. Elle est un petit peu différente. On appelle ça des vues schématiques. Bon, vous la reconnaissez, c'est la carte du métro parisien. Il se trouve qu'elle utilise les mêmes types de données, à savoir des données de type géographique, mais pour augmenter la cognition, pour adresser une problématique liée à une tâche de cheminement, on va simplifier l'information. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir se naviguer dans cette carte. Je veux aller de Montparnasse jusqu'à République, par où est-ce que je dois passer, je dois changer à Châtelet-Léal, etc. Cette carte est vraiment efficace pour effectivement trouver son chemin, mais par contre, si on doit aller à un endroit qui est peu connu, qui se trouve entre deux stations de métro, il va être très difficile avec cette carte de trouver quelle est la bonne station de métro. Vous voyez, donc c'est pour faire voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce genre de représentation. Et on le verra par la suite, quels sont les processus cognitifs qui sont mis en œuvre pour nous aider à la comprendre. Alors, un petit pas en avant dans le domaine du contrôle aérien. Ici, c'est la carte dite vue radar, utilisée par les contrôleurs aériens qui leur servent à réaliser leurs tâches quotidiennes, à savoir, c'est pas éviter que les avions se rentrent dedans,
Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui est sous-jacent, c'est vrai, mais c'est surtout optimiser le trafic. Voilà, parce que quand vous prenez l'avion, il faut que l'avion décolle et atterrisse à l'heure, mais il y a tout un tas de considérations qui sont des considérations écologiques, mais aussi financières auprès des compagnies, etc. Et en fait, pour assurer un trafic suffisamment fluide, eh ben, ils utilisent tout un tas de visualisations. On va principalement se concentrer sur celle-ci, qui est l'image dite radar, qui affiche la position courante des aéronefs. Alors, on les voit ici, avec ce petit symbole ici qu'on appelle le symbole tête de chaîne, qui montre la position courante de l'avion. Et puis quelques informations alors, qui sont assez pertinentes. Ce petit trait qu'on appelle le vecteur vitesse, qui permet de savoir où va se trouver l'avion dans 3 minutes de vol, 3, 6 ou 9 minutes, plus tout un tas d'informations ici, les positions passées de l'avion, avec des petits carrés qui changent de taille. Voilà. Après, il y a d'autres informations sur le nom de l'avion, son niveau de vol et sa vitesse. Alors, retournons en arrière. Et regardons d'où proviennent les premières des instances où la visualisation a déjà pu aider l'être humain à prendre des décisions. Alors, on peut remonter assez loin, mais moi, je me suis arrêté à cette carte remarquable faite par Jon Snow. Rien à voir avec un personnage de série télévisée. C'était un physicien. Et dans les années 1854, une épidémie de choléra ravageait un quartier spécifique de Londres. Et il a eu cette idée, parce qu'à l'époque, on avait très peu d'informations sur le vecteur de propagation du choléra. Et en fait, il a reporté sur une carte les points noirs qui correspondent au lieu d'habitation des personnes qui sont décédées suite à la maladie du choléra. Et puis ensuite, il a eu cette intuition d'afficher les points d'eau. C'est-à-dire, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'eau courante, il y avait des puits. Voilà, on les voit ici. Donc, bon, je vais peut-être mettre ma souris pour que vous voyez un petit peu mieux. Par exemple, celui-ci, voilà. Celui-ci est assez intéressant parce qu'il se trouve au centre de la carte, noyé au milieu d'un ensemble de petits points, donc de personnes qui ont décédé. Donc, ici, on a une intuition assez forte en disant, bah, tiens, il y aurait peut-être une corrélation entre l'eau et puis tous ces petits points autour. Et donc ce qu'a fait Jon Snow, tout simplement, il a fermé cet accès. Et là, la maladie s'est arrêtée. Et on connaît que le vecteur aujourd'hui de transmission du choléra, c'est bien l'eau. Voilà, ils avaient un doute, ils ne savaient pas si c'était l'air, mais c'était bien l'eau. Alors, ici, super, on a un bel exemple d'utilisation de visualisation pour être un support à la prise de décision. Mais regardez bien, il y a des points intéressants, dont celui-ci. Ici, il y a une petite croix avec un petit point juste à côté. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être que mon hypothèse est fausse, puisque j'ai la preuve ici. Alors, ceci a un nom, ça s'appelle un outlier, quelque chose qui déroge à la règle. Voilà. Et vous allez voir dans la suite, la perception d'informations, au travers des visualisations, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, c'est un ensemble de visualisations, de questionnements. Il faut raffiner son questionnement. Et il y a toujours les mêmes éléments qui apparaissent, à savoir une vue globale, comme celle-ci, cette croix entourée de petits points, des outliers qui sont visibles. Et après, c'est à nous, l'être humain, de prendre la décision. Voilà, la machine ne va pas pouvoir nous aider parce qu'en fait le contexte est extrêmement compliqué. Et en l'occurrence ici, ce petit point correspond en fait à une personne qui est allée chercher de l'eau ici, voilà, parce qu'il devait visiter de la famille juste à côté. Et en fait, il habitait bien à côté de celui-ci, du point d'eau. Voilà. Alors, une autre image que j'aime bien faire voir avec la marche de Napoléon. Encore une histoire un petit peu triste. Avec Napoléon qui avait décidé d'envahir la Russie. Alors vous connaissez sans doute cette histoire. Et en fait, un cartographe a reporté sur cette visualisation le cheminement de l'armée de Napoléon avec une carte très très simple, avec le point de départ qui se trouve ici, sous le pointeur de ma souris, et puis la taille de l'armée qui correspond à la taille de ce trait. Et puis on voit le cheminement, petit à petit, avant d'arriver à Moscou. Et puis là, on a un effet frappant, c'est que finalement, ce trait ne fait que diminuer, et donc l'armée ne fait que diminuer en nombre. Voilà. Alors du coup, peut-être que vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi, en fait, parce que l'armée de Napoléon n'a pas combattu. Voilà. Elle s'est décimée toute seule avec la technique de, peut-être quelqu'un peut me le souffler, la terre brûlée. Voilà. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure que l'armée de Napoléon approchait, l'armée russe reculait et puis ne laissait aucun vivre, ne brûlait toutes les terres, et donc l'armée est morte de faim. Alors ça, c'est la première partie dramatique de cette histoire, et puis vous avez la deuxième partie, ici, d'autant plus dramatique, avec cette courbe ici qui vous indique la température.
Voilà. Et on voit que la température descend. Voilà. Donc Napoléon a eu la bonne intuition de dire bon, bah, maintenant on va peut-être rentrer, effectivement, mais sans doute un peu trop tard. Les températures se sont effondrées. On voit que l'épaisseur du trait continue à diminuer, et puis elle diminue très fortement à certains endroits, dont un endroit très connu, ici, malheureusement, qui s'appelle la Bérésina, où la moitié de l'armée a été décimée. Alors en fait, au-delà de l'histoire qui est un peu tragique ici, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la puissance de la visualisation qui nous permet ici de coder 7 dimensions et d'arriver à comprendre et retracer un événement temporel. Alors, cet exemple est aussi très intéressant. Abraham Wald, mathématicien, statisticien, qui a été engagé par l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale pour trouver comment renforcer les avions sur les terrains de guerre. On lui a demandé, voici, tous les avions qui sont revenus de la guerre, voici tous leurs points d'impact. Maintenant, toi qui es mathématicien, statisticien, qui est un génie, trouve-nous les endroits optimums pour renforcer l'avion. Voilà. Alors pourquoi c'est pas si simple? Parce qu'en fait, on ne peut pas renforcer l'avion de partout, autrement il ne pourrait plus voler. Alors, vous avez une idée, grâce à cette visualisation, quels sont les endroits où faut-il renforcer l'avion? Je vous laisse le temps de la réflexion. Quelqu'un a une idée? Exactement, là où il n'y a pas de point. Tout le monde est d'accord? Alors, pourquoi là où il n'y a pas de point? En fait, cette image a été générée avec cette couleur rouge pour montrer la dangerosité des impacts de balles. Mais en fait, si on est pilote ou on est dans le domaine de l'aéronautique, on sait très bien que si l'avion est touché à l'endroit des moteurs, il ne va plus pouvoir voler. Et comme ici, on parle bien des avions qui sont revenus du champ de guerre, et effectivement, on voit les endroits où la balle a touché l'avion et l'avion a pu continuer son trajet. Vous voyez? En fait, cet exemple, c'est juste pour illustrer le fait qu'il faut faire attention avec la visualisation. Elle peut porter un mauvais message, enfin, pas vraiment, du moment qu'on a un niveau d'expertise suffisant. Alors, pour la petite histoire, Abraham Wald est malheureusement décédé en accident d'avion, mais lors d'un trajet touristique. Alors, je continue un petit peu dans l'histoire avec Ascombe. Donc pour le coup, c'est un vrai statisticien aussi. Et dans les années 74, les statistiques régnaient en maître sur la prise de décision et l'analyse de données. Et en fait, lui, il a tout simplement pris des ensembles de données et puis il a dit, vous voyez ici, il y a des couples, couples 1, 2, 3, 4, ici, avec un X, un Y. En fait, si on prend une fonction mathématique qui transforme le X en Y, et puis on analyse un peu toutes ces données, on s'aperçoit que statistiquement, ces ensembles ont exactement les mêmes propriétés. Donc là, je suis désolé, mais bon, ce sont des mathématiques simples, ils ont la même moyenne, la même régression, le même écart type, etc. Bon. Et regardez ce qui se passe si on les affiche. Statistiquement, ces jeux de données ont les mêmes informations, mais visuellement, elles sont tout à fait différentes. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les effets d'outlier. En fait, en prenant mes données, en modifiant quelques-uns, en modifiant des outliers, des éléments qui dérogent à la règle, je peux arriver à rééquilibrer les propriétés statistiques. Bon, ce n'est pas un miracle, on est bien courant de tout cela maintenant, de nos jours, mais c'est vrai que dans les années 70, ce n'était pas vraiment le cas, et ça a été le début de dire que, au lieu de traiter les données de façon automatique, si on les regardait pour mieux les comprendre. Voilà. Et donc ça a été l'ensemble d'un grand mouvement qui est vraiment très très intéressant. Alors restons, on est bien ici dans la semaine du cerveau, et on va parler de cognition, savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête, et regardez cette image. J'aimerais bien que ceux qui ont vu un point rouge lèvent la main. C'est bien. Voilà, on est dimanche après-midi, 16h, tout le monde est réveillé, c'est super. OK. Ceux qui ont vu une étoile, lèvent la main. Ah oui, là, ceux qui ont levé la main sont qui ont bu un peu trop de café aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien qu'il y a une petite différence en fait en termes de perception. D'accord. Donc l'étoile, hop, je vous remets l'image ici. Voilà, elle se trouve ici. Alors certes, elle est un petit peu cachée, mais pas vraiment, parce que si on regarde par rapport à nos petits points rouges ici, il était aussi caché.
Alors en fait, tout ceci, c'est pour montrer qu'il y a un phénomène perceptif assez différent sur la perception des couleurs et des formes. Voilà, on appelle ça la perception préattentive. C'est Trisman qui a mis en œuvre ce phénomène. En fait, notre œil travaille comme un énorme ordinateur parallèle. On processe l'ensemble des données, des pixels, si on peut les modéliser comme ceci, et de ce fait, percevoir un petit point rouge au milieu d'une visualisation, c'est instantané, c'est gratuit, ça ne nous prend aucune charge cognitive. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas avec les formes, ici, où il nous faut, certes, on est capable de percevoir cette information, mais ça nous prend un peu plus de temps, un peu plus de charge cognitive. Alors, tout ceci, c'est assez intéressant, et je vous le dis déjà, dans le domaine du contrôleur aérien, c'est une information qui a été prise en compte pour afficher ce qu'on appelle le filet de sauvegarde. Quand deux avions vont passer sous les normes de sécurité, qui vont se rentrer dedans, c'est qu'ils vont se rapprocher un petit peu trop, eh ben, ils se mettent à clignoter, à passer au rouge. Et c'est la seule information, la seule et unique sur ces écrans qui passe au rouge et qui clignote. Voilà pourquoi, justement, c'est pour mettre en œuvre cette perception préattentive, pour être sûr que le contrôleur aérien va percevoir cette information. Allez, on va rester dans le domaine un petit peu de la cognition et puis aussi de la perception et des illusions. Donc peut-être que vous avez déjà vu ces textes, c'est assez intéressant. Donc je vous laisse lire, alors peut-être que vous l'avez déjà vu. Moi j'aime beaucoup ce genre, c'est pas vraiment de la visualisation, mais c'est quand même de la lecture du texte, et donc on va récupérer de l'information. On voit qu'ici toutes les lettres ont été mélangées, à part la première et la dernière lettre, voilà, et on arrive à lire quand même ce texte. Alors je vous en fais voir un qui est beaucoup plus compliqué, donc encore une fois on va voir ceux qui ont levé la main tout à l'heure, qui étaient très énervés avec le café, arrivent à lire ce genre de choses. C'est vrai que j'aurais dû vous dire au début, pendant la présentation, vous allez être mis à contribution et ça va être difficile. Voilà. Ok, donc apparemment, là, je vous entends tous murmurer, c'est bon, vous y êtes. Voilà. Alors ça, c'est vraiment assez intéressant, parce qu'il y a un vrai mapping qui a été réalisé entre les lettres et les chiffres. Et au début, on n'y arrive pas, et puis après, on y arrive. Alors qu'est-ce qui se passe, en fait? Eh bien, en fait, on pourrait parler de plasticité de notre cerveau, mais enfin, pas vraiment. C'est une espèce d'apprentissage assez rapide, où votre cerveau s'adapte. Et en fait, vous apprenez même pas le mapping. Voilà. Il y en a un, le E, c'est le 3. Voilà, mais vous ne le savez même pas, et en fait ça vous permet de le lire quand même. Alors pourquoi? C'est parce qu'il ressemble un petit peu. Voilà. Et il se trouve que même on pourrait aller beaucoup plus loin, si je vous cachais la moitié de chacune des lettres, vous arriverez quand même à lire. Voilà. Alors la seule différence, c'est que entre la perception préattentive que vous avez vue précédemment, à savoir celle-ci, et la lecture, la charge cognitive n'est absolument pas la même. Elle est tellement forte sur la lecture que vous êtes quasiment incapable de percevoir des éléments préattentifs. Si quand je vous fais lire ici, je vous affiche un petit point rouge, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à le percevoir. Voyez, et ça, c'est vraiment un écueil très très connu. La lecture monopolise énormément de votre charge, et donc pour pouvoir, dans le domaine du contrôle aérien par exemple, il vaut mieux éviter de lire trop d'informations. Voilà, parce que vous cassez votre perception parallèle. Alors regardez celle-ci aussi. Bon, elle a été rendue populaire il n'y a pas très très longtemps à travers des émissions télévisées avec l'effet Stroop. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en fait dire la couleur du mot que vous voyez. Voilà. Et là, votre cerveau devient fou. Voilà. Parce que en fait, comme votre cerveau sait qu'il est très dur de lire, il met plus d'énergie pour lire que percevoir la couleur. Voilà. Et là, du coup, ça vous fatigue. Et donc, moi, si je me mets à le faire, ça va me faire très très mal. Et donc, on bascule en permanence. Au début, on lit bien, enfin, on donne bien la couleur du mot, puis après, on bascule et puis on lit bien le nom du mot. Voilà. Allez, encore 2-3 petites illusions qui sont assez sympathiques. Celle-ci. Donc, la question est extrêmement simple. Est-ce que la case A et la case B sont de la même couleur? Voilà. Et on a beau bon, moi, je présente cette visualisation à mes élèves, je le connais depuis bien longtemps. Pour moi, je n'arrive pas à me persuader. Voilà. Elles ont des couleurs différentes. Et en fait, non. Elles ont bien la même couleur. Alors, hop, je mets un petit trait entre les deux. Et même en mettant un petit trait qui a la même couleur, on perçoit encore ce dégradé. Voilà. Et donc là, c'est vraiment assez incroyable. Ça fonctionne aussi avec les couleurs, pas seulement la luminosité. Et on perçoit le rond au-dessus un peu plus foncé que le rond qui se trouve dans l'ombre. Voilà. Et donc là, on n'y peut rien. Voilà. C'est notre cerveau qui est fait comme ça. Des connexions ont été fabriquées de cette façon pour optimiser le traitement d'informations. On parle ici de perception écologique dans le sens où on perçoit les choses comme elles sont dans notre environnement. Le point qui se trouve dans l'ombre, forcément, il est plus foncé que l'autre. Voilà. Et du coup, notre cerveau ajuste cette perception et donc fait qu'on le perçoit plus clair. Je vais sauter ça.
pour essayer de ne pas trop déborder. Donc nous voici revenus sur notre image là, du contrôleur aérien. Et donc du coup, vous l'avez compris, à travers la puissance qu'a l'être humain sur la perception de données, et puis des tâches utilisateurs très spécifiques, comme celle du contrôleur aérien, l'une des problématiques est de savoir comment est-ce qu'on fabrique des visualisations efficaces qui instrumentent l'activité du contrôleur aérien. Instrumenter, ça veut dire fournir des outils. Et ici, on parle bien d'augmentation des capacités de l'utilisateur. Donc vous vous doutez bien que cette image a été réalisée pendant de nombreuses années. Elle a été optimisée et elle rend pleinement son rôle. Souvent, je prends l'exemple, parce qu'on a des événements technologiques qui nous amènent la perception 3D avec ces nouveaux casques, avec des écrans 3D, des lunettes, etc. On pourrait dire que le contrôleur aérien serait amené demain à utiliser ces nouveaux périphériques pour assurer les services du contrôle. Et ben, c'est difficile de répondre à ce genre de questions, tant cette image est performante. En fait. Elle permet de coder suffisamment d'informations et elle les code de façon monosémique, à savoir un seul sens. Une visualisation, un seul sens, il n'y a pas d'ambiguïté sur la perception de données et c'est bien ce qu'on cherche. Du coup, on élimine tous les problèmes, tous les biais cognitifs sur la perception d'informations et les illusions d'optique. Alors, ici j'ai mis quelques images, parce que je travaille donc à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Il n'y a pas que les contrôleurs aériens qui utilisent des visualisations. Il y a tout un tas de personnes qui travaillent autour. Bon, évidemment, il y a les pilotes, il y a les techniciens, les ingénieurs, les contrôleurs aériens en haut à droite, les superviseurs aussi qui s'assurent du bon fonctionnement de tous ces systèmes. En bas à gauche, ici, on voit le simulateur d'entraînement pour le domaine du contrôle aérien. Et donc, je ne vous arrête pas de vous parler du contrôle aérien, je vous ai fait voir une image, et je vais vous faire voir une réalisation qui a été réalisée par nos collègues pour essayer d'expliquer un petit peu la connexion entre le monde physique et le monde synthétique de l'image radar. Donc ici, on a un avion qui vole, effectivement, qui se trouve en train de se déplacer dans un espace tridimensionnel. Ce sont des données multidimensionnelles et spatio-temporelles. Voilà, cet avion, il a un nom, il a une altitude, etc. Et donc, on va reporter cette information sur l'image radar au travers d'une entité visuelle qu'on appelle la comète radar. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Et puis, il y a des opérateurs, donc des contrôleurs aériens, qui ont des tâches bien séparées, plus des tâches immédiates, plus des tâches de planification, et qui vont assurer les services du contrôle, l'optimisation du trafic, sa fluidité et la sécurité des passagers. Alors, cette vidéo met bien en évidence quelque chose qui est très important, qui s'appelle le lien. Le lien entre un monde physique et puis sa représentation synthétique. Et en fait, il faut essayer de distordre au minimum ce lien pour s'assurer de la perception des informations et de leur véracité. Encore une petite vidéo. Dans le domaine du contrôle aérien, il y a de nombreux métiers différents. Il y a des contrôleurs qui travaillent dans la tour de contrôle, d'autres qui travaillent dans des centres de contrôle en route, qui n'ont pas une visualisation directe des mouvements d'aéronefs. Aujourd'hui, ce qui va devenir de moins en moins le cas, les contrôleurs travaillent avec ces petits bouts de papier qu'on appelle des strips. Voilà, et cette vidéo montre des types de manipulations très spécifiques avec un type de visualisation qui va être amené à disparaître, qui est ce petit bout de papier. Alors chaque bout de papier correspond à un avion. Voilà. Alors, ça semble assez incroyable qu'aujourd'hui, encore le contrôle aérien travaille avec ces petits bouts de papier. Il se trouve que les méthodes de travail qui ont été mises en œuvre avec ces strips sont extrêmement efficaces. Aujourd'hui, elles sont en train d'évoluer. On va transformer ces bouts de papier avec des éléments électroniques, 100% électroniques, voire on va les supprimer complètement. Et donc il y a 6 ans de cela, on avait lancé une petite étude avant la disparition effective de ces bouts de papier pour essayer de comprendre quels étaient leurs avantages et leurs inconvénients. Alors ici, je vais faire 2-3 planches assez rapides pour expliquer quels étaient les inconvénients principaux de ces petits bouts de papier. L'inconvénient, c'est l'information imprimée, ce bout de papier, n'est pas mise à jour. Comme ce petit bout de papier, ce strip correspond à un avion, l'avion change d'altitude, du coup, l'information d'altitude présente sur ce bout de papier n'est pas à jour. Et ça, c'est un problème. On est d'accord. L'autre problème, c'est que les informations qui sont apportées par le contrôleur aérien sur ce petit bout de papier ne sont pas connues du système. Voilà, je demande à un avion de tourner, le système ne le sait pas. Seul le contrôleur le sait. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on a des systèmes d'automatisation qui vont calculer les futures positions des avions. Et si le système ne sait pas qu'un avion a été clairé, c'est-à-dire qu'on lui a donné un ordre pour tourner, on n'est plus capable de calculer la nouvelle trajectoire de l'avion. Voilà. Après, le bout de papier a énormément d'avantages parce que c'est un objet tangible que l'on peut manipuler, très flexible, on peut inscrire tout ce qu'on veut à l'intérieur et puis surtout, on peut l'échanger. Voilà.
Donc du coup, on s'était dit, bah, voilà, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce genre de système, et on va essayer de pallier à ces inconvénients, à savoir le fait que l'utilisateur ne peut pas rentrer d'informations sur ce système. Alors on a utilisé quelque chose, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est un stylo électronique qui est capable d'écrire sur un bout de papier. Et en fait, il connaît sa position sur ce bout de papier. Alors comment est-ce qu'il sait ça? Bah, le papier, en fait, il y a une petite trame quasiment invisible à l'œil nu. Et en fait, il y a une petite caméra qu'on voit à peine ici, voilà, qui va filmer cette petite trame et positionner le stylo. Alors, donc voilà à quoi ressemble ce petit bout de papier. Et donc du coup, on a fabriqué des prototypes qu'on a appelés Striptyque, dans lesquels on a mappé l'ensemble de l'espace de travail du contrôleur aérien, de telle sorte que le stylo sait où est-ce qu'il va pointer, et aussi qu'il va pouvoir écrire. Alors je vais vous faire voir, bon, je passe vite fait, voilà, on était dans le domaine du prototype, voilà, la recherche c'est ça aussi. On soude, voilà, on met des LED, on met des écrans, on met des caméras, on casse plein de trucs, on fait des trous dans le plancher. Ils n'étaient pas très contents qu'on fasse un trou dans le plancher à cette époque. Heureusement c'était dans nos laboratoires, c'était pas dans les salles de contrôle. Voilà. Et on a aussi rajouté tout un tas de techniques pour traquer la position de ces petits bouts de papier. Donc on avait un écran transparent, on positionnait ces petits bouts de papier, puis on avait des petits tags dessous qu'on appelle la réalité augmentée. Et puis voici le résultat. Le résultat, donc là on a un contrôleur qui appuie sur ces bouts de papier, ce sont bien des bouts de papier, il appuie sur l'écran et le système réagit. Il sait ce qu'est en train de faire l'utilisateur. Si on enlève le bout de papier, on a la version électronique de ce bout de papier de disponible. Et donc on a cette dualité entre le monde physique, papier, et le monde électronique. Et puis on peut s'en servir aussi pour faire des calculs. Ici, ce sont des calculs pour savoir à quel moment les avions doivent sortir de leur zone de stack. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais les avions, avant d'atterrir, s'ils sont trop nombreux, ils ne peuvent pas aller tous sur la piste, donc ils sont obligés de faire des hippodromes, de tourner. Voilà. Mais quand on fait des hippodromes, il faut savoir à quel moment on peut sortir de l'hippodrome pour respecter les séquences d'atterrissage. Voilà. Et donc ça, il y a un petit calcul à faire. Mais là, le système peut le faire pour vous. Voilà, par exemple, juste en bougeant les petits bouts de papier. Donc voici ce système qu'on a développé pendant 3 ans. Alors, le monde du contrôle aérien n'arrête pas d'évoluer. Voilà. Et là, ce sont des... Alors, j'ai envie de dire que c'est le futur, en fait, non, c'est le présent. Voilà. Les remote towers, ça existe déjà. Il y en a quelques-unes qui sont en cours d'implantation en France, à Saint-Pierre-Miquelon, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, l'avènement technologique nous permet d'avoir des informations de plus en plus efficaces, avérées et précises. Et donc, si on installait des caméras sur les terrains d'aviation. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Aujourd'hui, il y a tout un tas de terrains d'aviation qui n'ont pas de contrôleur aérien, voilà, qui n'ont pas de tours. Et donc, au lieu de mettre des tours de partout, si on mettait des caméras, ce serait assez intéressant. On peut aller même beaucoup plus loin. On peut augmenter les contrôleurs aériens sur Roissy, sur Orly, en mettant des caméras bien placées sur la plateforme pour avoir une meilleure vue de l'environnement et ainsi augmenter l'efficacité de l'opérateur, du contrôleur aérien, mais aussi la sûreté, la sécurité, etc. Et en fait, du coup, il y a tout un tas d'avènements technologiques qui sont arrivés et on obtient maintenant des salles comme celle-ci, qu'on appelle des salles de superviseurs de type Remote Tower, où les deux opérateurs sont ici avec tout un tas de caméras où les écrans reportent ces informations. Ici, vous voyez les caméras qui sont installées sur le terrain d'aviation de l'ENAC à Muret. Et voici le type de visualisation qu'on obtient avec des vues sur 360 degrés. Alors, nous, on est dans le domaine de la recherche, donc on essaye d'augmenter encore plus l'utilisateur en captant, par exemple, ses mouvements oculaires grâce à des systèmes de type eye tracker. Ici, vous les voyez, c'est des caméras qui filment les yeux et donc, du coup, on est capable de savoir où regarde l'utilisateur. D'autres périphériques de reproduction de l'image, ou que ce soit des écrans sur 360 degrés, on utilise ces casques immersifs, alors Oculus Rift, HTC Vive, et puis les nouveaux systèmes qui existent. Voilà. Et du coup, on obtient ce genre de choses. Donc là, c'est notre laboratoire. Donc, c'est un stagiaire qui était très, très heureux de jouer avec ce système, dans lequel on a filmé des avions. Et puis, quand l'opérateur regarde l'avion, il y a un petit rond là, qui s'affiche autour et le nom de l'avion apparaît. Voilà. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. On regarde un avion, il n'y a pas son nom qui apparaît. Voilà. D'autres choses, ici, l'opérateur, à l'aide de gestes, change le point de vue. Voilà, finalement, je ne veux pas être sur la tour, je vais être plutôt sur le taxiway, pour avoir une meilleure visualisation des avions à un croisement spécifique. Voilà, je ne vois pas très bien, je veux passer en vision nocturne. Vous voyez? Et donc là, on est bien sur l'augmentation de l'opérateur. Alors, on est encore dans les balbutiements de la recherche. Avant que tout ceci soit validé et qu'on ait prouvé leur efficacité opérationnelle, il y a encore un petit gap. Mais bon, c'est toujours intéressant de vous faire voir ce qui se passe. Alors ici, c'est aussi très intéressant. Quand on parle de cognition,
dans le domaine du contrôle aérien, on essaie de limiter la charge cognitive de l'utilisateur. Pourquoi? C'est pour qu'il soit le plus performant possible. Et ce n'est pas pour rien que l'opérateur doit s'arrêter toutes les 2 heures pour se reposer et avoir sa vigilance au maximum. Et donc, dans notre laboratoire, on essaye de tester ce genre de choses avec des simulateurs. Donc là, c'est un simulateur de tour de contrôle de type Remote Tower. On a 2 opérateurs ici qui sont des pseudo-pilotes. Ils vont simuler des avions. Ici, on a un contrôleur qui est en train de passer une expérimentation. Alors, on va le voir un peu plus gros. Et vous voyez, le pauvre contrôleur, à quel point on l'a équipé. Croyez-moi, les contrôleurs aujourd'hui en activité ne sont pas équipés comme ça. Voilà, ceux-là, ils ont été vraiment très très gentils. On lui a mis un HoloLens pour capter exactement tous les mouvements de sa tête. On lui a mis un casque EEG pour capturer les activations cérébrales de l'utilisateur. Et ici, c'est assez intéressant. On voit des KPI, donc des indicateurs sur la charge cognitive qui sont récupérés en temps réel face à la tâche que réalise l'opérateur. Donc ici, là, ce sont vraiment des travaux précurseurs très intéressants pour essayer de comprendre le fonctionnement, en fait, pour pouvoir valider l'efficacité de tous ces systèmes face à un utilisateur, un opérateur humain. OK. Donc là, c'était la première partie de ma présentation, très axée contrôle aérien, perception, cognition. Et je vais passer sur quelque chose d'autre qui est sur la perception de données pure et dure. Donc là, on est aussi dans le domaine du contrôle aérien, mais avec un temps différé. À savoir que les avions bougent et on essaie de réguler le trafic, mais ce qu'on a aussi besoin de faire, c'est d'analyser les situations, leur complexité, pour par exemple réagencer les espaces aériens, comprendre les mouvements de passagers et fluidifier en amont, pas en temps réel, en temps différé, le trafic aérien. Et pour cela, on a besoin d'outils très spécifiques qu'on appelle des outils d'exploration de données. Donc là, je vais en présenter quelques-uns. Alors, je vais voir si l'informatique est avec nous aujourd'hui. Et je vais lancer une petite démonstration. Avec un logiciel d'exploration de données multidimensionnelles. Alors c'est vrai que là, l'écran, on a un petit problème de résolution. Alors je vais tenter le diable. J'aurais dû le faire juste avant, mais je vais descendre de résolution pour essayer. Je vais regarder si la technique ne crie pas trop. Comme ceci. Oui, c'est mieux. Hein. J'aurais dû faire ça tout à l'heure déjà. Vous auriez eu des plus belles images. OK. Donc je vais ouvrir ce jeu de données qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc ici, on va récupérer une journée de trafic aérien enregistrée au-dessus de la France. Donc le système est en train de le télécharger. Voici. On obtient ce genre de visuel. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais faire juste une toute petite manipulation pour le rendre plus agréable visuellement. Hop, donc du bleu. Ici, hop, je vais gérer un tout petit peu la transparence, comme ceci, et la deuxième aussi. Hop, et je vais me retourner pour voir si c'est bon. Ok, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la vue projetée sur mon écran et celle projetée devant vous. Ok, donc ici, une journée de trafic aérien enregistrée au-dessus de la France. Un plot radar, c'est quoi? C'est une position X, Y, Z, T, position géographique et temporelle. Ici, un codage coloré a été réalisé pour essayer de comprendre un petit peu cette visualisation avec les avions qui volent très haut en bleu, les avions qui volent bas en vert, et on obtient cette vue. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle du pan, du zoom, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu mieux certaines zones. Donc ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez ce que c'est? J'ai entendu un peu, Roissy-Charles de Gaulle, voilà, avec ici Orly. Alors comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? En fait, la première chose qu'on fait lorsque l'on regarde une image, on essaye d'avoir sa vue d'ensemble. Et là, d'un point de vue ensemble, on voit un certain nombre de lignes bleues qui correspondent en fait aux routes aériennes haute altitude. Alors, on les voit, elles sont assez denses, il y en a beaucoup. Et puis, de temps en temps, on voit des petits patchs verts qu'on retrouve ici, par exemple, qui sont les avions qui volent bas. Voilà, j'ai donné le codage coloré. Et donc le plus gros, c'est bien ici Roissy, Charles de Gaulle, enfin pas seulement Roissy, puisqu'il y a Le Bourget ici et puis Orly, mais en tout cas ça fait une zone assez dense sur la région parisienne. Ici, des choses qui sont un peu plus remarquables, Lyon avec Bron juste à côté, et puis dans l'alignement Genève. Finalement, Genève n'est pas très très loin. Voilà.
Et ce n'est pas sans poser quelques problèmes sur la gestion du trafic aérien. Après tout, ici, Marseille, Nice, et puis évidemment Toulouse, qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, il y a certaines zones qui sont intéressantes. Alors je vais regarder si vous les voyez aussi. Hop. Ici, c'est un peu plus foncé, ce sont les zones d'attente. Voilà, les avions ont fait des hippodromes, ont attendu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de type de représentation. Maintenant qu'on s'est aperçu que notre jeu de données semble assez cohérent, on va passer en vue verticale. Alors la vue verticale, c'est quoi? Alors donc du coup, il y a cette animation, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de faire du lien entre visualisation. Mais ici, on a changé de ce qu'on appelle de mapping visuel, de choix de représentation. On a bien ici la longitude des avions qui est conservée, mais par contre ici, au lieu d'afficher la latitude, on affiche l'altitude, les niveaux de vol. Et là, on voit apparaître quelque chose, un comportement que les contrôleurs aériens connaissent très bien. Les avions, certes, volent, décollent et atterrissent, c'est pour ça qu'on voit toutes ces lignes ici, mais majoritairement, ils volent en plateau à des altitudes constantes. Voilà, et c'est pour ça qu'on voit apparaître ces traits ici. Alors, dans le domaine du contrôle aérien, on ne parle pas d'altitude pure et dure, on parle de niveau de vol. Il faut rajouter 2 zéros, et puis après, on est en pied. Donc, par exemple, le niveau 300, 3 zéros, ça correspond à une altitude de 10 km à peu près de vol. Donc ici, on voit ce qu'on appelle les niveaux de vol, la façon dont les avions sont séparés sur l'espace vertical. Si je descends un tout petit peu, je regarde les espaces inférieurs, c'est-à-dire en dessous du niveau 50, on voit apparaître des lignes horizontales. Alors moi, je les vois bien, je regarde si de votre côté, vous les voyez. Oui, vous les voyez. Elles sont beaucoup plus resserrées. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas le même type d'avions qui volent ici. Voilà, ce sont plutôt des avions de type VFR, ce qu'on appelle des avions de vol à vue. Donc ce ne sont pas des liners, ce ne sont pas des professionnels, enfin ils peuvent être professionnels, mais en tout cas la plupart du temps c'est du vol de loisirs. Voilà. Et on voit qu'ils ont le droit de voler de façon plus resserrée. En fait on peut très bien comprendre pourquoi, parce que leur niveau, enfin leur vitesse de vol est bien inférieure par rapport aux avions, aux gros porteurs. Voilà. Et donc du coup les temps de réaction ne sont pas les mêmes, et donc on peut resserrer un tout petit peu l'espace vertical pour les autoriser à voler. Alors maintenant regardez voir, je vais repasser en vue standard, XY, comme ceci, et je vais modifier un tout petit peu ma visualisation en augmentant, hop, ici, les avions qui volent bas, voilà, comme ceci, et là on voit apparaître quelque chose d'assez intéressant, remarquable. Ce que je vais même faire, je vais faire du filtrage en enlevant tous les avions qui volent haut, pouf, voilà. Et là on voit apparaître la carte de France. Et là, il n'y a pas de carte de France en fait, enfin, je veux dire, il n'y a pas de dessin de carte de France, et pourtant je la vois, voilà. Et donc ici, on parle bien ici de mouvement d'avion, ce qui veut dire que les avions volent au-dessus de la France. Et j'irais même plus que là, ces avions-là ont volé le long des côtes françaises. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le domaine du contrôle aérien, mais qui n'était pas forcément évident. Il faut bien une représentation graphique pour s'en apercevoir. En fait, comme je vous ai dit, le codage coloré, les avions verts volent en basse altitude, bleu haute altitude. Ici, on n'est qu'en basse altitude. Donc majoritairement, les pilotes de type loisir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est le plus sympa en tant que pilote de type loisir? C'est de voler le long des côtes françaises. Voilà. Donc c'est très très beau. Et donc du coup, on les voit ici. Voilà, très très bien. Et puis là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de côte au nord. Hein. Voilà. Donc je fais souvent la même blague en disant parce que les côtes sont peut-être pas si jolies qu'au sud. Voilà. Alors c'est sans doute pas vrai. Voilà. Qui est-ce qui sait pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'avions qui ont volé en basse altitude ce jour-là sur les côtes du nord? J'entends un petit peu la météo. Voilà. Effectivement, il faisait pas beau. Il faisait pas beau. Et donc, du coup, ces pilotes n'ont pas le droit de voler. Voilà. C'est interdit pour des raisons de sécurité évidentes, voilà, parce que ces pilotes ne sont pas équipés d'appareils leur permettant de naviguer en temps de mauvais temps. Et donc, ce qui est intéressant ici, en termes de visualisation de données, c'est de prendre ces enregistrements et au final, de trouver une information qui n'était pas prévue, qui est une information météorologique. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on a fait d'autant plus des investigations complémentaires ici pour récupérer la vitesse du vent et la force du vent, juste en regardant les mouvements des avions, et il se trouve que c'est avéré. Alors, je vais continuer la démo, donc je suis obligé de poser le micro. Je vous en ai parlé au début, ce qui est intéressant sur la visualisation, c'est de voir les données, c'est sûr, mais aussi d'interagir avec elles. Voilà. Et l'interaction principale, vous en avez vu quelques-unes, ici c'était du pan, du zoom, il y en a une autre qui est importante, c'est la sélection. Pourquoi la sélection? C'est pour mieux voir, il faut sélectionner, isoler. Voilà. Et donc la sélection, j'en ai fait une tout à l'heure, qui était du filtrage en altitude. J'enlève ici tous les avions qui volent haut,
et j'affiche que ceux qui volent bas. Et là, je vais faire de la sélection localisée qu'on appelle du brush. Voilà, on va peindre une zone pour récupérer des avions et répondre à une question. Ici, je voudrais récupérer tous les avions qui viennent de l'Atlantique et puis qui sont allés à Roissy-Charles de Gaulle. Et donc, je vais le faire en 2 coups de cuillère à peau. Donc vous avez vu, j'ai sélectionné d'un côté, voilà, ça a mis en évidence, et je les ai mis ici à côté, hop, et je peux les voir ici et les isoler. Du coup, je regarde l'heure un petit peu, c'est vrai que je suis un petit peu bavard, je vais aller très très vite sur la fin. Du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré que les avions qui correspondaient à Roissy, que je vois ici. Je les prends avec moi et je les isole et je les mets en dessous. Voici. Et ainsi, je vais pouvoir continuer mon exploration en disant, voilà, j'ai extrait de ce jeu de données quelque chose qui est un petit peu compliqué. Voilà, je veux vraiment que ces avions-là, pas ceux-là, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire des opérations booléennes implicites et qui permettent d'aider l'utilisateur dans l'exploration des données. Alors, je regarde. Est-ce que je vais pouvoir vous faire voir en 5 minutes ce qui peut rester? Oui, quand même, je vais faire voir ceci parce que je pense que c'est assez important de voir le gap technologique qu'on peut obtenir aujourd'hui. Parce qu'on parle bien de la semaine du cerveau et je vous ai fait voir des données de type aéronautique. Voilà. Mais on peut appliquer ces principes de visualisation et d'interaction à tout un tas d'autres types de données. Et donc là, je vais vous faire voir des données de type IRM. Voici, hop, si le système me donne la main, parfait. Hop, je vais les mettre en gros. C'est tout petit pour l'instant, mais ça va s'arranger. Voilà, big view. Voilà, un petit cerveau ici. Alors un petit scan 3D. Je vais activer juste une bonne visualisation comme celle-ci. Voici. Ok. Hop, vous le voyez, donc c'est issu d'un scan 3D de type IRM des plus standards. Là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a tout simplement fait un système interactif pour essayer d'explorer ce genre de données. Alors, on a fait une interaction extrêmement simple. Alors là, du coup, pour ceux qui font du scan, vous connaissez ce genre de choses, c'est l'histogramme. Sinon, comment ça fonctionne? En fait, un scan 3D, c'est quoi? C'est un voxel, une particule positionnée en X, Y, Z avec une densité. Voilà, et cette densité correspond à la densité du tissu que vous regardez. Et en fait, ce qu'on peut demander au système, c'est de calculer pour chaque densité combien de particules partagent cette même densité. Et on voit apparaître ici 3 pics. Voilà, faible densité, moyenne densité, haute densité. Et grâce à l'animation, on peut essayer de comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Donc faible densité, on le voit ici, la partie jaune, et puis on peut demander au système de nous les enlever. Voilà, j'ai enlevé tout ce qui était autour de la personne, et je continue comme ceci. Donc ici, on met en œuvre les mêmes principes qui sont du brushing et du linking. Voilà, et on a un extrait, notre squelette. On peut aller un peu plus loin, faire des trous. Hop. Et celui-ci, il n'a pas de cerveau. Voilà. Alors pourquoi il n'a pas de cerveau? C'est normal, parce que le cerveau est une matière molle et de faible densité, et quand j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé aussi le cerveau. Alors, je vais juste vous faire voir le futur. Alors, pas forcément un peu du contrôle aérien, mais aussi en général sur le terme de la perception et la visualisation de données. Il existe, comme je vous en ai parlé au début, tout un tas de types de visualisation avec les écrans. Aujourd'hui, il y a un buzz assez colossal réalisé autour des nouveaux périphériques de type réalité augmentée, réalité mixte, tous ces casques. Et on peut faire de la visualisation de données au travers de ces périphériques et aider l'utilisateur à la prise de décision. Alors, je vais vous faire voir un exemple d'utilisation de ce périphérique pour visualiser des données de type holographique. Donc ici, ce sont encore une fois des données de type contrôle aérien, avec une journée de trafic aérien rejetée au-dessus de la France, ce gros pic correspondant aux densités sur Paris. Et là, ce qui est intéressant, donc ça fait un peu genre présentateur météo, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a cet objet ici présent. Alors, pour être honnête, moi je ne le vois pas ici, parce que je n'ai pas le périphérique, je n'ai pas le casque, mais par contre, on a mis le casque sur la caméra. Voilà. Et donc n'importe quelle personne équipée de ce casque verrait en fait cet objet ici implanté sur le mur en 3 dimensions. Et donc du coup on peut tourner autour, on peut même arriver à le manipuler. Et c'est une nouvelle façon de prendre des décisions, essayer de comprendre notre environnement. Et je vais finir sur, si je ne saute pas la dernière slide tout de suite.
Voilà, sur celui-ci, on va voir si ça veut bien fonctionner. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Il y avait une démo qui était prévue, mais peut-être qu'on la fera un tout petit peu plus tard. Je ne vais pas mettre le son. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser les techniques avancées de traitement du signal, traitement vidéo, pour essayer de capter l'état cognitif de l'utilisateur sans le toucher, c'est-à-dire de façon non invasive. Alors comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Eh bien, on s'est intéressé à un seul élément, le rythme cardiaque. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est déjà assez compliqué. Celui-ci nous semble assez facile à capter. On filme une personne, on décompose son signal issu d'une caméra en rouge, vert, bleu, on regarde comment ces signaux évoluent dans le temps, et par la visualisation, on s'aperçoit que ces signaux oscillent. Ils varient. Pourquoi est-ce qu'ils varient? Eh bien parce qu'on est des êtres humains, on respire, et le taux d'oxygénation dans notre sang change en fonction de nos respirations. C'est normal, on intègre de l'oxygène. Il se trouve que la réflexion de la lumière au travers de notre peau fait que la couleur de notre peau change. Nous, on ne la voit pas. On ne voit pas ce changement. Mais une caméra des plus simples est capable de le voir. Voilà. Parce que notre système n'est pas fait pour voir les ondes de faible longueur d'onde. Mais par contre, les moustiques, par exemple, pourraient y arriver. Donc ici, l'idée a été toute simple, c'est de se dire, bah voilà, on a un périphérique, ici en l'occurrence c'est l'HoloLens, qui a une caméra embarquée. On va filmer la personne, on va capturer ces variations de couleur de peau, et puis on va les augmenter, on va la faire clignoter. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir voir, on voit mes mails, c'est intéressant. Et du coup, on va pouvoir capturer... je suis désolé, en fait, j'ai mis Internet pour vous faire la démo. Et donc du coup, on va pouvoir capturer ces variations et du coup les afficher. Donc ça peut nous servir sur plein de domaines différents, dans le domaine médical par exemple, ou dans le domaine du contrôle aérien pour capturer la fréquence cardiaque de l'opérateur. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Je vais vous faire voir la dernière slide. Et donc on va pouvoir passer aux questions. Hop. Bon, il ne veut pas, mais voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Christophe pour cette très belle présentation. Alors, on a bien compris l'importance qu'a aujourd'hui, comment aujourd'hui les technologies omniprésentes et on y est soumis tous les jours, volontairement ou non d'ailleurs. Ça peut poser des questions d'éthique qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Je me demandais s'il y avait déjà des entreprises ou des organismes qui utilisaient ces techniques d'HoloLens ou en tout cas de réalité augmentée pour dans une démarche professionnelle vraiment, par exemple, je ne sais pas, dans des gares, dans des aéroports, capter la fréquence cardiaque de certains individus, peut-être que ça peut être intéressant. Est-ce que c'est utilisé déjà dans certains domaines? Alors, ces technologies de réalité augmentée, c'est vrai qu'elles ont le vent en poupe. De plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont plutôt cantonnées dans le domaine du jeu vidéo. Voilà. Parce qu'on comprend l'intérêt de ces systèmes. Ils sont engageants. C'est-à-dire, lorsqu'on porte ces lunettes, on voit des choses comme on ne les avait pas vues précédemment. Voilà, et donc, il y a l'aspect nouveauté, voilà, qui est vraiment très, très intéressant. Et donc, c'est pour ça que le domaine de jeux vidéo s'y prête. Nous, en tant que chercheurs, on essaie de regarder quels sont aussi leurs intérêts dans des domaines plus applicatifs. Donc, CardioLens en est un. Voilà, évidemment, sans toucher quelqu'un pour récupérer son rythme cardiaque, c'est intéressant. On peut vraiment dire qu'il y a d'autres systèmes capables de faire ça. Par exemple, une caméra thermique pourrait nous aider à trouver l'autre type d'information. Mais en fait, on est dans les balbutiements de ces systèmes. Donc c'est vraiment intéressant de regarder déjà aujourd'hui ce qu'on arrive à faire et d'envisager le futur. Voilà, tout à fait. Donc là, pour l'instant, c'est utilisé oui, dans les jeux vidéo, mais on peut imaginer que ça évolue et que ça soit utilisé dans la sécurité voilà, ou dans d'autres domaines. C'est un peu testé en ce moment. D'accord. Et alors, en fait, ces technologies sont à l'interface entre de l'informatique, de l'ingénierie et du médical. Est-ce que vous travaillez avec des médecins, des chercheurs dans d'autres domaines? J'ai une petite partie de la réponse déjà, mais c'est peut-être intéressant que le public en entende parler. Oui, c'est sûr. Alors en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment dit. Les données de type médical font partie de ce qu'on appelle du big data.
Voilà. Il y a souvent énormément d'informations et du coup, pour prendre une décision, il est toujours difficile d'avoir une vue d'ensemble sur ces données. Dans le domaine interactif, on parle du big data lorsqu'il y a plus de données que de pixels disponibles sur un écran. Et ça semble quelque chose d'assez porteur de sens, à savoir que si je ne peux pas afficher toutes les données, ça va être difficile pour moi de prendre une décision. Dans le domaine médical, c'est tout à fait vrai. Avec le scan 3D qu'on a vu, en fait, on arrive à avoir des surformes. On voit un squelette, on arrive à enlever la peau, les os, etc. Mais en fait, il y a tout un tas de dimensions supplémentaires qui ne sont pas visibles et qui mériteraient d'être visualisées. Je prends un exemple, c'est celui que tu essaies de me tirer vers cet exemple, c'est sur les fibres cérébrales, par exemple. C'est extrêmement compliqué. Un cerveau, c'est extrêmement compliqué. Il y a plusieurs types de scanners disponibles et ces scanners qui récupèrent les fibres cérébrales font apparaître des connexions extrêmement complexes et aujourd'hui, il est difficile de les afficher. Voilà. Et même les données qui sont affichées, on ne connaît pas, enfin, on sait qu'elles ont une certaine véracité, mais on ne sait pas si elles correspondent exactement à la réalité. Donc on a tout un tas de problèmes ici qui sont beaucoup de données, il faut pouvoir les afficher. Voilà. Et puis, afficher, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir interagir avec. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour interagir avec? Il faut utiliser des techniques avancées de rendu et d'interaction. Celle qu'on utilise, nous, à l'ENAC, dans le domaine de la visualisation interactive, c'est la carte graphique. Voilà. Je ne l'ai pas dit ici, mais toutes les manipulations que vous avez vues, c'est la carte graphique qui les réalise. La carte graphique, c'est normalement pour faire Pour interagir en fait, avec les données, il faut vraiment beaucoup de puissance et autant de données que celles qui sont nécessaires pour tracer la carte des trajets aériens. En réalité, par des processus classiques, c'est quasiment impossible à représenter. C'est pour ça que vous utilisez ce type de stratégie. Exactement. On peut les afficher, mais s'il nous faut ne serait-ce que 10 secondes pour les afficher, l'utilisateur ne va pas vouloir s'en servir. Voilà. Et donc faire du pan, du zoom, de la sélection, il faut que ça soit réalisé en moins de 50 millisecondes, donc, ce qui est très faible. Donc on a besoin de techniques avancées, donc du traitement parallèle. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le point en direct, quand je faisais une petite présentation au début. Effectivement, c'est intéressant de visualiser les données et de pouvoir interagir avec en direct, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt. Si on doit attendre 1 heure pour que le traitement soit effectué, on n'a pas forcément, en tant qu'humain, beaucoup de temps pour le faire. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Profitez-en. Au fond, on a une question. Françoise, merci. Bonjour et merci pour votre présentation. Donc j'avais une question plutôt sur la première partie. Si j'ai bien compris, le but de vos recherches, etc., ça serait donc de diminuer la charge cognitive des contrôleurs aériens. Donc ma question c'est la suivante, est-ce qu'à trop diminuer la charge cognitive, on n'aurait pas un risque de désengagement dans la tâche de la part des opérateurs, puisque ça nécessite moins d'attention soutenue, et dans le cas de gestion d'un incident, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques dû au fait qu'il y ait peut-être plus de difficultés du coup à se réengager dans la tâche? Tout à fait. C'est une question très très pertinente et qui rentre complètement dans l'ère du big data et de l'automatisation. Et donc évidemment, on cherche à réduire la charge cognitive de l'opérateur pour qu'il garde son niveau de vigilance assez élevé pour pouvoir durer longtemps dans ces tâches de supervision. C'est vrai dans le contrôle aérien, c'est vrai dans tous les métiers de supervision et dans de nombreux autres métiers. Vouloir trop automatiser pose effectivement des gros problèmes, à savoir, moi, quand j'utilise mon GPS, par exemple, c'est aucun problème, il m'amène chaque fois à destination. Le problème, c'est quand j'ai plus mon GPS, je suis bien embêté. Voilà. Et donc là, en fait, on voit, c'est un exemple vraiment caricatural, mais cela dit, il est assez parlant. Je suis désengagé de ma tâche qui est d'apprendre un chemin, peut-être que d'ailleurs, j'ai pas envie de le faire, mais quand même, ça peut me servir. Donc il faut trouver ce juste milieu entre l'assistance et puis un autre état où l'opérateur est maître de sa prise de décision. Donc aujourd'hui, dans l'ère du big data, je pense que c'est acquis de dire l'automatisation, c'est très bien. Voilà. Il faut augmenter les capacités de l'utilisateur, mais l'utilisateur, c'est la personne qui reste en charge et au contrôle. Et dans le domaine du contrôle aérien, évidemment, c'est le cas. Alors, il y a plein d'éléments cognitifs qui sont en jeu avec ce qu'on appelle des interruptions, à savoir que quand je contrôle des avions, je suis en train de réaliser une tâche, je m'intéresse à, disons, un couple d'avions, voilà, pour assurer une séparation. Et puis tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone. Voilà. Alors là, c'est embêtant. Je suis en train de faire quelque chose et là, j'ai une interruption. Voilà. Donc, alors, les contrôleurs travaillent en paire, donc c'est un autre contrôleur qui va gérer le coup de téléphone, mais après, il y a une coordination à réaliser. Et là, du coup, on est obligé de passer d'une tâche principale à une tâche secondaire.
Voilà. Et donc ça, c'est un coût cognitif assez important. Et on pourrait imaginer de mettre des systèmes automatiques qui va répondre automatiquement au téléphone et qui va injecter l'information, vous voyez. Mais du coup, il faut trouver quand même quel est le bon niveau d'automatisation à réaliser. Bon, je suis tout à fait confiant et je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment dans la bonne direction en disant que l'humain est l'élément principal. Et donc ça tombe bien, parce que c'est la personne qui est capable de prendre des décisions rapidement et d'intégrer et avoir une flexibilité colossale. On parle beaucoup de deep learning, on parle beaucoup d'apprentissage. Tous ces systèmes, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec. Voilà, on arrive à traduire du chinois, du japonais maintenant, comme on n'a jamais réalisé. Facebook est capable de trouver, détecter un tas de photos, des choses qu'on était incapable de faire sans ces systèmes. C'est vrai, mais pour un nombre important de tâches, eh ben, l'utilisateur en fait, va se servir de cette augmentation, voilà, pour prendre la décision. Et ce n'est pas la machine qui va prendre la décision. Voilà, et c'est vraiment l'élément important. Bon, on pourrait parler aussi des voitures automatiques, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir la chance d'avoir des voitures automatiques bientôt. Là, je ne sais pas du coup comment on va pouvoir évoluer pour partager effectivement la conduite. Voilà, qui est-ce qui va être le maître de la voiture. Donc vous voyez qu'il y a encore tout un tas de choses à chercher. Après, les machines sont dévolues à un type de tâche en particulier en général, et c'est peut-être compliqué d'intégrer tout un tas d'informations différentes, mais c'est vrai qu'on voit avec les voitures automatiques que finalement on y arrive un petit peu, puisqu'il y a des informations visuelles avec les caméras et des informations qui viennent d'autres types de capteurs, et finalement c'est une intégration de tout un tas de signaux qui se fait de mieux en mieux. On pourrait imaginer du coup des machines qui seraient expertes dans une tâche et qui communiqueraient entre elles, un petit peu comme des êtres humains le font quand ils sont en équipe, quand ils travaillent en équipe. C'est imaginable, ça existe déjà peut-être Ouais, c'est pas trop mon domaine, mais c'est vrai que tout ceci, c'est vraiment intéressant. Et je pense que la force de l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Voilà. Chose que la machine, on essaie de lui apprendre. Voilà. Et bon, on a des balbutiements aussi. Voilà. La flexibilité de la machine, en tout cas, la plasticité de notre cerveau, pour l'instant, est bien au-delà de la plasticité de la machine. Peut-être que ça viendra. Oui, pour l'instant, bon. Ok. Je ne sais pas si on a encore un peu le temps. J'ai pas pris mon. Ok, on a le temps pour une question. On me dit si vraiment il y a quelqu'un dans le public. On pointe quelqu'un du doigt au fond là-bas. Bonjour, merci pour la conférence. Pour apporter plus d'informations du coup à la conscience, tu as donné beaucoup d'exemples qui passent par la vue. Est-ce que dans la recherche, il y a d'autres sens qui peuvent servir de porte d'entrée à ces informations ou en pratique, c'est compliqué et ça ne se fait pas? Alors évidemment, là, je me suis concentré sur la vision. On a beaucoup d'autres sens, voilà, le toucher, l'odorat, l'auditif. Alors du coup, j'essaie de remonter un petit peu sur mes slides, là, si le système veut bien me laisser le faire. Les images que je vous ai fait voir tout à l'heure sur les contrôleurs aériens qui étaient connectés avec des casques EG, voilà, comme celui-ci. Donc je suis allé très très vite sur ce projet. En fait, certes, c'est la visualisation qui est utilisée, mais principalement l'haptique. Le contrôleur est assis ici sur un siège qui vibre. Voilà. Et cette vibration, en fait, on appelle ça la multimodalité, va permettre d'avoir des notifications sur un autre niveau, pas seulement visuel, mais aussi haptique. Voilà. Donc un avion se met à mettre en marche son moteur parce qu'il va bientôt partir, pas décoller, il va bientôt quitter le parking. Le contrôleur aérien est occupé à planifier des vols autres. Et ben, du coup, il perçoit cette vibration. C'est d'autant plus vrai ici dans des systèmes de type Remote Tower que l'opérateur n'est pas sur place, n'est pas dans la tour. Dans une vraie tour de contrôle, un avion démarre, on va l'entendre. Voilà. Bon, à Roissy, c'est un petit peu différent parce que les avions sont un petit peu loin. Voilà. Mais on pourrait imaginer ce genre de choses. Bon, à Roissy, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a beaucoup d'avions qui partent en même temps. Mais on pourrait essayer de correctement designer ces notifications. Deux avions qui s'approchent un peu trop près au parking, et bien là, on va faire une petite vibration. Et cette vibration, on va même aller un peu plus loin. On va la faire plutôt en haut à droite, ici sur le dossier. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, ces avions sont un peu proches, parce qu'ils sont par là-bas. Ouais. Là, puis il y a un autre problème, un peu à gauche, et dans ce cas-là, ça vibre à gauche. Voilà. Et donc c'est vrai que l'utilisation de tous ces sens, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On sait que c'est possible. Après, bon, il y a des problèmes perceptifs sur de la concurrence d'informations. Là, c'est d'autres problématiques. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible et on y travaille. Merci. Alors, on arrive au bout du temps imparti. Merci encore Christophe Hurter, voilà, pour cette belle présentation. Merci à tous de vous être déplacés et à bientôt.